La détermination, c'est un état d'esprit. T'es déterminé à aller faire du sport, t'es déterminé à faire bouger les choses et t'es déterminé à bousculer le monde. La détermination, c'est vraiment le mot qui caractérise Moussa Camara, l'invité cette semaine dans le podcast Impact Story à l'occasion de la sortie de son premier livre. J'ai pas fait de grandes études. Le truc que j'avais, c'était ce côté débrouillard. Il y a rien, on fait avec. Il y a, on sait aussi faire avec. C'est une mentalité. Moussa Camara, c'est le fondateur de l'association Les Déterminés, qui propose un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat pour des personnes issues de banlieues ou en zone rurale. Ma mission, c'est de rassembler autour d'un projet commun. Chacun, peu importe d'où il vient, peu importe le parcours qu'il a emprunté, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer les gens, la vie, changer les choses. À travers son association, Moussa souhaite tirer vers le haut tous les porteurs de projets, peu importe d'où ils viennent. Et je dis souvent qu'il y a trop de voies de garage dans notre pays. Il n'y a pas assez de pistes de décollage. C'est pour ça que j'ai créé Les Déterminés, pour que ça soit une piste de décollage pour des milliers de personnes qui souhaitent se lancer. Écouter Moussa, c'est prendre un shot d'énergie et de motivation. Dans cet épisode d'Impact Story, on revient sur l'enfance de Moussa à Cergy, pourquoi étant petit il voulait être maçon, quelle est l'origine des Déterminés, ou comment l'association devient aujourd'hui un véritable mouvement de société. Mais je vous en dis pas plus et je vous invite à rejoindre ma conversation avec Moussa Camara. Bienvenue sur Impact Story, le podcast qui part à la rencontre de ceux qui ont un impact positif sur le monde. Entrepreneurs, artistes, citoyens, sportifs, l'objectif est de comprendre leur parcours et leur motivation et d'entendre leurs conseils pour qu'on soit tous moteurs du changement. Et sur ce, très bonne écoute. Bah écoute, ravi de te recevoir sur ce podcast, Moussa. Merci pour ton invitation. Je te reçois du coup à l'occasion de ton livre que tu as sorti, Déterminé. Peut-être du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, mais du coup par ton plus gros échec? Moi, rapidement, Moussa, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 16 ans maintenant. Ça fait longtemps, j'ai monté une première entreprise dans les télécoms et l'informatique. Après, pour te parler de mon plus gros échec, j'en ai eu tellement d'échecs, mais le plus gros échec, franchement, je pense qu'il n'est pas encore arrivé parce que ça m'a pas permis de me mettre à terre et de faire en sorte que je me relève pas. Mais voilà, ça peut être des échecs au quotidien quand je lance un projet et que ça fonctionne pas. Ça a été la première boîte que j'ai créée. Tu vois, elle a duré 5 ans. Comme on dit, la première boîte, c'est celle auquel on est le plus attaché. Et quand j'ai créé ma première entreprise dans la télécom et l'informatique, bah, le fait d'avoir fermé cette boîte, pas parce qu'il n'y avait pas d'activité ou que j'ai pas su développer, parce qu'il me manquait de l'accompagnement, il me manquait des gens qui me conseillaient, j'étais tout seul. Et du coup, j'ai pas réussi en fait à transformer après 5 ans d'existence de ma première entreprise. Donc ça reste quand même un échec, mais en même temps, c'était une expérience enrichissante de fou parce que j'avais 20 ans quand j'ai créé cette boîte et aujourd'hui, voilà, on dirait qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter quoi. Après cet échec-là, je me suis relevé encore plus fort. J'ai compris là où étaient mes faiblesses et tous les autres projets que j'ai montés par la suite. Bah, en réalité, c'est comme si j'avais gagné de l'expérience parce que j'ai pas fait les mêmes erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé à lancer ma première boîte. Ok, du coup, tu as dit que tu as monté ça à 20 ans. Ouais. Parce que du coup, j'imagine que... Enfin, je sais que quand tu étais petit, du coup, tu voulais pas spécialement faire d'entrepreneuriat. Tu disais dans ton livre, tu dis que tu voulais être maçon. Ouais, en fait, c'est un rêve... C'était un rêve de gosse, comme on dit, tu vois. Il y en a, ils veulent être footballeurs, il y en a, ils veulent être, je sais pas, plein de secteurs d'activité intéressants, mais personne ne veut être maçon, en vrai. Ça arrive jamais, ouais. Et moi, je sais pas, parce que c'était un jour un maçon qui a pris du temps, qui m'a expliqué son métier, qui m'a mis le pied à l'étrier un peu, et en fait, le truc, c'est qu'il m'avait donné du temps. Et le fait que, en étant jeune, un adulte te donne du temps en t'expliquant son métier, bah, au-delà du métier, bah, ça te donne envie d'être comme lui, quoi. Et moi, ça a été un peu mon exemple. Et c'est un maçon que j'ai plus jamais revu, mais ça m'a donné envie d'être maçon quand j'étais plus jeune. Tu vois, et finalement, je suis pas devenu maçon. Mais en même temps, tu vois, c'était le truc que je disais quand j'étais plus jeune, quoi. Donc, ça veut dire que, je sais pas si un plombier avait pris du temps pour plombier, toi. un agent d'entretien ou quoi que ce soit, ça m'aurait donné envie. Tu vois, parce que quand tu es jeune, en fait... c'est rare que les adultes, à part tes parents, c'est rare que les adultes ils posent un regard sur toi. À part les profs, tes parents et tout. Et en dehors de tout ça, bah moi, j'avais un adulte, pour une fois, qui avait pris du temps pour moi, etc., qui m'avait donné ça. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, pour contextualiser le truc, c'est que moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'énergie. Ça fait que ça me valait un peu un comportement... voilà, c'est un enfant qu'il fallait surveiller. Et du coup, j'allais pas en sortie scolaire, j'allais pas en sortie avec la ludothèque, j'allais pas en sortie avec, tu vois, les associations locales de la mairie. Et du coup, toutes les vacances ou les jours où il y avait pas cours,
bah moi, je m'ennuyais pendant que mes potes étaient en sortie. Bah moi, je faisais rien. Et souvent, on me donnait pas forcément le temps. Et là, ce maçon m'avait donné le temps. Et du coup, j'ai appris le métier, j'avais mis une tuile et tout, etc. Mais ça m'avait donné envie d'être maçon. Comme ça, quoi, en gros. Et c'est là, ce rêve-là arrive. Mais en dehors de tout ça, après, quand j'étais plus jeune, j'étais un débrouillard, en fait. Avec mes amis, nous, on a grandi dans des familles nombreuses où, voilà, nos parents n'avaient pas tout. Mais en même temps, tu vois, ils essayaient de faire le maximum pour nous. Et nous, quand on était plus jeunes, la première chose qu'on voulait, c'est de travailler pour pouvoir alléger les charges de nos parents et pour nous permettre d'acheter ce qu'on a envie d'acheter, tu vois. C'est-à-dire, très jeune, la valeur du travail, elle arrive. Fallait que, voilà, à 14-15 ans, on réparait les motos et les vélos. Moi, mon père avait une caisse à outils à l'époque et je la sortais, on réparait, on les revendait à la brocante. Tu vois, ça faisait 100 francs, 200 francs, 500 francs maximum la journée. Mais on était contents, tu vois. On faisait des petits boulots, on allait voir le bailleur, on repeignait les barrières devant les immeubles. Ça nous faisait gagner un peu d'argent. Et en fait, cet argent-là, ça nous permettait d'acheter des habits pour la rentrée, d'aller au restaurant avec des amis, au grec, tu vois, des petits trucs comme ça. On allait au flunch, Mais c'était une forme d'indépendance et c'était un allègement aussi pour nos parents, parce que aller demander à tes parents de l'argent en sachant que voilà, ils font le nécessaire pour pouvoir faire en sorte que tout le monde mange bien à la maison, que tes frères et sœurs, tout le monde soit habillé. Mais aller demander de l'argent pour aller au resto, aller en sortie ou en vacances, ça, c'était notre mission, quoi. Non, ok. Et du coup, C'était enfin, notre époque. t'as donné l'exemple du fait de vouloir aider tes parents et même de t'investir auprès des tiens. Il y a un moment aussi dans le livre, tu donnes un exemple où avec tes potes d'enfance, vous vous déguisiez. Et est-ce que du coup, tu peux nous raconter cette anecdote et nous expliquer comment vous êtes engagé à travers la communauté avec ce déguisement à la fin? Non, c'est pas déguisé, c'est pas. En fait, je te raconte l'histoire. En fait, je le raconte dans le livre. C'est à l'époque, nous, il y avait un bailleur social qui était dans le quartier. On était dans un quartier HLM. Et du coup, il y avait souvent des trucs à refaire. Et nous, on a eu cette idée d'aller proposer nos services pendant les vacances à notre bailleur social. Mais on était passé par un grand du quartier qui, lui, nous avait accompagnés dans la démarche. Finalement, il n'avait pas pu tenir, mais il nous avait donné voilà, 150 francs. On avait acheté des pots de peinture et on avait refait à neuf tous les barrières du meuble devant les entrées. Et ça faisait propre parce qu'ils étaient en vétus état. Depuis des années, ils n'avaient pas été refaits et tout. Et c'était devant les immeubles. Ça donnait pas forcément une belle image des immeubles. Donc, du coup, on a eu cette idée. On s'est dit, on va refaire ça à neuf avec de la peinture et tout. Et pendant une semaine, on a travaillé, on se levait le matin et tout, etc. Après, on a fait d'autres jobs. On a ratissé le terrain de foot où il y avait plein d'un peu de bouts de verre, de pierres qui traînaient et tout. On a tout enlevé, on l'a remis au propre, mais vraiment au propre. Et je me rappelle comme si c'était hier. Et toutes les barrières et tout. Et les parents, pendant une semaine, nous ont vus travailler et tout, etc. Et on va voir le bailleur social à la fin de la semaine. Un vendredi, on dit, voilà, on a terminé notre dernier jour, on est très contents. Venez voir et tout ce qu'on a fait. Il vient et tout, il regarde et tout. Il dit, ah, c'est bien et tout. Après, on lui dit, mais maintenant, on veut notre argent. Comme c'était convenu. Je dis, mais en fait, lui, il avait vu ça avec un grand de chez nous qui était plus là pendant cette période-là. Et le temps qu'on a terminé, en une semaine, il était plus là. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il ne pouvait plus défendre nos intérêts. Donc, nous, on devait défendre nos intérêts. Et là, il commence à avoir un autre discours. Ouais, on vous a jamais demandé de faire ça, et tout, etc. Comment ça, vous avez jamais demandé de faire ça? On a travaillé. On avait quoi? On avait 12 ans, 13 ans, max. Et là, il me dit, ouais, on vous paye pas et tout. Du coup, nous, on commence à dire, bon, voilà, on va pas se laisser faire. De toute façon, on avait cet état d'esprit depuis tout petit. Et on va pas se laisser faire. On a travaillé pendant une semaine. C'est sûr, il va nous payer. En plus, 500 francs. C'était un truc de fou. Genre, t'es petit, t'as 500 francs. Et nous, on avait déjà préparé à la rentrée. On va aller à Clignancourt, on va acheter des habits de la rentrée, on sera frais et tout. On va arriver et tout. On sera tous frais parce qu'on a travaillé et tout pendant que les autres, ils sont partis dépenser leur argent en vacances. Bref, on a une semaine et tout, on sonne, on va le voir et tout, etc. Ils nous ouvrent pas. Ils avaient interdiction de nous ouvrir à la loge du gardien. On commence à créer des pancartes. Rendez-nous notre argent, on fait une petite manif. Allez, on est 5-6 et tout. À 12 ans, on fait une petite manif. On crie tous les jours, on les emmerde. Nous, on n'avait rien à faire. Alors là, tous les jours, on était devant, on campait devant. Ils sortaient le matin, ils nous ouvraient, mais ils ne nous ouvraient pas du tout. Du coup,
les idées commencent à creuser. Pendant une semaine, tu fais le tour de la loge, tu vois, ils sortent, ils referment derrière, ils te parlent pas, rien. On a dit, on va faire comme dans Dragon Ball Z. Ils veulent pas nous ouvrir parce qu'on est petits, ils savent qu'on est petits, donc ils vont pas nous ouvrir. Et je sais pas si tu as vu l'épisode du tournoi avec Dragon Ball Z. Ouais, je vois. Quand Goten et Trunks, ils vont prendre la place de l'homme masqué et tout, et après, ils prennent le costume de l'homme masqué, il y en a un qui monte sur les épaules de l'autre, ça fait une personne adulte, et ils arrivent à participer au tournoi des adultes, jusqu'en finale et tout. Et après, bah, on pense à ça, on va faire le même stratagème. Et ce stratagème-là, bah, on l'a fait à notre manière, avec le boubou de nos darons. Un, il est monté derrière Oumar, il est monté au-dessus de... Madjaro, il est monté au-dessus d'Oumar. On a mis leur boubou, on leur a mis le chapeau, on leur a mis toute la panoplie du daron africain, t'as capté ou quoi. Et de là, en fait, on sonne à la porte et nous, on se cache derrière. Et eux, ils n'ont pas pensé que c'était une personne... ils ont pensé que c'était une personne adulte. C'est fou. Donc, ils ont ouvert. Et là, quand ils ouvrent, on rentre dedans, ça y est, on campe, on part plus. Ils veulent nous faire sortir, on veut rien savoir. On dit, nous, on veut notre argent, on sort pas. Après, bon, ils commencent à eux aussi à dire, OK, il n'y a pas de problème, on va vous payer à la fin. Au bout d'1h30, ils nous disent ça. Ils prennent tous leurs noms, prénoms, numéro de téléphone et tout, etc. Et tout. On voit, 2 jours après, tous nos parents, ils ont été appelés par le gardien. Ils sont convoqués, genre. En gros, ils les ont convoqués parce que vos enfants, là, ils n'arrêtent pas de nous lâcher pour un chantier. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nos parents, nous, on sait, on était morts et tout. Nos parents, ils se font convoqués par le gardien. Tu sais très bien, ils n'aiment pas les problèmes à cette époque-là. Et ils arrivent. Ils nous demandent les histoires à chacun d'entre nous, mais individuellement. Et nous, on leur explique l'histoire. Et ils nous ont vu aller le matin à travailler. Tu sais très bien. Ça, c'est des trucs que tu ne peux pas cacher. Tu te lèves le matin à 8h, tu rentres, tu as de la peinture dans tes habits. C'est ta mère qui te nettoie tes habits. Elle sait qu'on travaillait. Même quand ils passaient et ils sortaient, tous les parents nous ont vu travailler. Et ils voient les résultats. C'est-à-dire, c'est du travail propre. Et de là, en fait, ce qui se passe, c'est que nos parents, quand ils arrivent, ils sont convoqués, le gardien, il essaie de leur expliquer la situation. D'un coup, il se dit, ah non, non, non. Il y a un daron, il se lève, il dit, non, on les a vus travailler, on préfère qu'ils fassent ça qu'ils fassent des bêtises. Vous faut les payer. Et tous nos darons, ils se retournent contre le gardien. À la fin, on est sortis de ça, ils nous ont tous payés. Ils nous ont tous payés, mais on ne s'est pas laissé faire. Tu vois, on a fait le chantier, ils ne voulaient pas nous payer, ils ont mis du temps. À la fin, on a manifesté, on a protesté, et finalement, ils nous ont payés. Et comme c'était un accord qui avait été fait avec un grand de chez moi et le gardien, bah finalement, quand lui, il n'était plus là, bah nous, on a quand même fait le boulot, quoi. On a commencé le chantier, on n'allait pas s'arrêter. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça a été la première expérience. Après, c'est un petit peu une forme d'entrepreneuriat, mais à notre manière. Mais tu as vu, la valeur du travail, elle était déjà là. Quand tu veux quelque chose, il faut travailler. Tu vois, nos parents, ils nous disent toujours, quand vous voulez quelque chose, faut le mériter. Il faut que vous travaillez, il faut que vous allez chercher. Restez pas les bras croisés comme ça en attendant que les choses viennent à vous. Et c'était souvent ça, un peu les retours qu'on avait, nous, à l'époque où on était plus jeunes. Tu vois. Et ça, moi, ça m'a servi tout au long de mon parcours. Aujourd'hui, ce que je fais, l'entrepreneuriat, j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas eu la chance d'avoir des diplômes et tout. BEP, après j'ai pas un bac pro logistique, mais c'est pas ça avec ça que tu vas t'insérer professionnellement. Mais le truc que j'avais, c'était ce côté débrouillard. Il y a rien, on fait avec. On sait aussi faire avec. Tu comprends? C'est une mentalité. C'est dingue, surtout de dire que à 12 ans, comme ça, tu puisses être autant déter à faire des choses. Enfin, la manifestation, le fait de se déguiser. Et du coup, tu dirais que ça a vraiment forgé un peu. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, on était désengagés à notre manière. Parce qu'en plus, je te parle de manifestation et tout. Nous, on a vécu les années où il y a eu Le Pen au 2e tour. Du coup, on avait une famille chilienne qui était, tu vois, avec monsieur et madame Zamorano, qui, eux, étaient très engagés, tu vois, les Américains du Sud. Ils ont cette culture de l'engagement qui est ancrée chez eux depuis le plus jeune âge. Et en plus, voilà, nous, cette culture-là, ils nous l'ont inculquée très tôt. C'est-à-dire, on savait que pour avoir des choses, il fallait revendiquer. Et eux, ils ont compté beaucoup pour moi dans mon parcours et pour mes potes et tout. Au quartier, tu vois, ils ont grandi au quartier, ils sont nés, c'est une famille qui est originaire de Chili, sa femme d'Argentine. Et ils sont venus avec, voilà, des belles valeurs d'engagement. Et ça aussi, ils ont essayé de nous les transmettre le plus possible. Monsieur Zamorano avec sa femme et tout. Et du coup, tu as vu, quand on fait la manif, quand on fait ces trucs, on est déjà un petit peu conscientisé sans l'être. Ok. Et du coup, avec toutes ces valeurs d'engagement, de débrouillardise, c'est à partir de quel moment que tu te dis que tu vas entreprendre?
Je me suis jamais dit que j'allais entreprendre. Pour moi, c'était très éloigné de moi, l'entrepreneuriat. Allez, il y avait quelques entrepreneurs ici ou là chez moi, mais c'était pas vraiment de l'entrepreneuriat comme on en parle aujourd'hui. Et en fait, c'est venu comme ça. Moi, c'est venu par opportunité, on va dire. Je savais que j'avais cette capacité à prendre des initiatives. Je savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que j'allais faire quelque chose. Et l'entrepreneuriat m'est tombé dessus. Parce que je cherchais un boulot. J'avais quoi? J'avais 20 ans. Je cherchais un boulot. Je rencontre un technicien qui cherche une adresse. Il me donne l'adresse. Je l'accompagne à trouver son adresse. Je lui pose la question. Je lui dis, voilà, c'est bientôt l'été. Je cherche à travailler. Est-ce qu'il recrute dans ton entreprise? Il m'a dit, il recrute à fond. Et en fait, lui, il installait les box Internet chez les clients. Et moi, je voyais, ah, c'était un jeune comme moi qui avait une voiture. Et je me suis dit, si lui, ils l'ont recruté, ils peuvent me recruter en vrai. Je me suis un peu projeté dans lui. Et c'est pour ça que je lui ai posé cette question-là. Si c'est un daron ou quelqu'un qui me ressemblait pas, je n'aurais jamais posé cette question. Parce qu'il me ressemblait, je lui ai posé la question. Et c'est là qu'il m'a dit, tiens, appelle-les. Il m'a donné le numéro, j'ai appelé l'agence. Ils m'ont donné rendez-vous. Je suis allé. Hop, au lieu de me proposer un contrat de travail, on m'a proposé de me mettre à mon compte. Okay. Moi, pour moi, c'était impossible de se mettre à son compte. Je te parle de ça, c'était en 2006-2007. Hein. C'est pas aujourd'hui en 2-3 clics, t'as créé ta boîte. Hein. En plus, on parlait pas d'entrepreneuriat comme on en parlait aujourd'hui. C'était pas la mode. Donc, va te projeter, va te lancer dans un truc, va te mettre en condition. Pourquoi ils te proposent ça? Pourquoi ils te disent pas... Parce que, en fait, eux, ils avaient assez de techniciens salariés et ils voulaient plus de techniciens sous-traitants qui étaient à leur propre compte. Parce qu'il y avait une vraie croissance de développement d'activité. Mais le jour où il y a une décroissance, on arrête les contrats des prestataires. Et si tu as une grosse masse salariale à gérer avec plusieurs salariés que tu dois recruter et que tu n'as plus beaucoup de taf, tu te retrouves un peu dans des problèmes. Et du coup, c'est pour ça qu'on m'a proposé de me mettre à mon compte. Au début, pour moi, c'était une fausse bonne idée. Et après, derrière, en fait, finalement, en parlant avec mon comptable, qui est devenu mon comptable, qui était un voisin de chez moi, qui travaillait à la chambre de commerce et plein d'autres, et je le raconte dans le livre un peu de cette histoire et tout. Du coup, voilà. Finalement, il m'a aidé à faire les démarches. Je suis retourné voir la boîte et j'ai obtenu mon premier contrat. C'est comme ça que j'ai les pieds à l'étrier à l'entrepreneuriat. Mais je me suis pas dit, l'entrepreneuriat me botte, un jour je vais être entrepreneur. Ça n'a pas marché comme ça. Hein. Ça a marché parce que j'ai fait une rencontre. De cette rencontre est née une opportunité. De cette opportunité, je suis devenu entrepreneur. Il y a un truc super intéressant que tu as dit, c'est que tu as vu un mec qui te ressemblait, qui était jeune comme toi. Et c'est comme ça, en fait, que tu t'es dit que si lui le faisait, tu pouvais le faire. Exactement. Et du coup, à travers ça, tu parles des rôles modèles, du fait d'avoir des gens qui te ressemblent. Et c'est ça qui fait que tu peux te projeter. Bah oui, c'est important pour moi. Il y a un truc qu'on ne sait pas bien faire en France, c'est le symbole. Tu vois, on veut régler les problèmes d'inégalité, d'égalité des hommes et des femmes, de diversité, de représentativité, mais il manque de symboles. Alors, dans le sport, je parle dans la culture, dans les milieux populaires, on a ce lot de rôles modèles parce que les gens ont réussi par un talent et tout. Mais on n'a pas tous des talents, on n'est pas tous des génies. Moi, je ne suis pas un génie. Moi, je ne me suis pas fait tout seul. Je me suis fait au fruit de rencontres et tout, etc. Et du coup, avoir aussi d'autres sources de référence, on va dire, ça peut inspirer des jeunes de tous les niveaux. C'est pour ça que j'aimerais voir à la tête de patrons de chaînes de télévision publiques ou autres, ou d'entreprises, ou dans des conseils d'administration de grands groupes, des gens qui parfois me ressemblent ou qui ont un peu des parcours atypiques, qui ne viennent pas tous forcément des mêmes univers. Et je pense que la France, elle gagnerait à faire ça. Et du coup, moi, ma mission, c'est aujourd'hui, elle est celle de rassembler autour d'un projet commun, qui est le projet France. Et dans ce projet-là, chacun, peu importe d'où il vient, peu importe le parcours qu'il a emprunté, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer les gens, la vie, changer les choses, faire bouger la ligne. Tu vois, et je pense que chacun d'entre nous, on a un talent, on a un truc qui nous drive et tout. Mais c'est vrai que ce pays, il est encore parfois trop coincé. Et je dis souvent qu'il y a trop de voies de garage dans notre pays. Il n'y a pas assez de pistes de décollage. Et l'objectif pour nous, c'est d'être une des pistes de décollage. C'est pour ça que j'ai créé Les Déterminés, pour que ça soit une piste de décollage pour des milliers de personnes qui souhaitent se lancer dans peu importe. L'entrepreneuriat, pas l'entrepreneuriat, on s'en fout de tout ça. Le plus important, c'est qu'ils aillent vers un projet dans lequel ils sont épanouis, dans lequel ils ont envie, dans lequel ils peuvent apporter quelque chose. Et je pense que c'est aussi à la portée de tous.
Et c'est pas que l'entrepreneuriat. Souvent, nous, on parle d'entrepreneuriat parce que moi, c'est ma mission, on va dire. Mais j'ai aussi accompagné des gens à être patrons de leur propre vie. Être patron de sa propre vie, c'est l'extraction sociale. C'est-à-dire de venir quelque part où tu penses que c'est pas possible et que l'échec est présent, à quelque chose ou à un endroit où tu vois que tout est possible. Que tu peux défoncer tous les plafonds de verre et tu peux arriver à des niveaux qu'on t'aurait pas attendu. Et moi, c'est l'histoire de ma vie. J'ai écrit un bouquin aujourd'hui. Est-ce qu'il y a 15 ans, il y a même 10 ans, 5 ans, j'aurais pu dire je vais écrire un bouquin? Impossible. Personne n'aurait misé sur moi parce que mon parcours, ma vie, elle n'était pas prédestinée à ça quand je regarde sur le papier. Et j'ai essayé de détourner ça. Je dis voilà, ce que j'ai envie de faire, je le fais à ma manière, avec mes mots. Tout ne sera pas bien réussi, ça ne sera pas parfait, mais en même temps, tu vois, c'est ça qui va faire aussi mon parcours et mon chemin. Et c'est ça qui va me permettre d'arriver là où je veux. Parce que la ligne, elle ne bouge pas. Elle est là. À t'entendre, du coup, on voit que les déterminés, c'est même l'impression que c'est plus que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un état d'esprit. Ouais. C'est vraiment quelque chose de plus grand. Et pour rebondir un peu sur ce que tu disais, sur les rôles modèles, sur le fait de justement vouloir faire en sorte que chacun soit le patron de sa propre vie, moi j'ai le sentiment que ça passe certes par les rôles modèles, mais ça passe vachement par l'entourage. Moi, si je prends mon exemple perso, moi j'ai grandi à Bobigny, dans un quartier, etc. Et quand il y a plein de trucs que je pensais qui étaient inimaginables, que je pouvais pas faire parce que du coup c'était pas du tout mon quartier, enfin mon univers. Et quand je suis arrivé sur Paris et que en fait autour de moi tout le monde avait pour je sais pas rêve de devenir médecin, avocat, etc. Comme tout le monde fait ça, en fait ça t'élève, tu dis en fait si les gens ils veulent faire ça, moi aussi je peux le faire. Pourquoi je me limite? Voilà, c'est ça. Et c'est important, tu as vu ce que tu dis, c'est important parce que toi t'es sorti de Bobigny, t'es allé rencontrer des gens qui étaient différents, qui n'avaient pas la même, la même vie que toi. Moi, quand je crée les déterminés, je me dis, je le fais partout, sauf dans les quartiers. Pourtant, ça s'adresse à des gens qui sont issus des quartiers parfois. Mais parce que je sais que le faire dans un environnement où les gens, ils ont déjà leur habitude, ça ne change pas, ça ne va pas les pousser à faire plus ou aller vers les gens. Et c'est pour ça que je les fais toujours dans les centres-villes, moi, dans les cœurs économiques des villes, pour pouvoir faire en sorte de, le brassage des gens. Il faut que les gens ils se mélangent, ils se discutent. Parce que c'est là que ça crée l'opportunité, c'est là que ça crée des ambitions. Et ça, pour moi, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis toujours les déterminés, au-delà d'être une association qui fait la promotion de l'entrepreneuriat, de l'employabilité, du mentorat des jeunes, etc., c'est un mouvement. C'est un mouvement parce que, pour moi, tout ça, c'est des outils pour arriver à une vraie transformation sociale des gens, en général, et notamment dans nos quartiers. Donc, pour moi, c'est ça. C'est un mouvement qui permet, en fait, de faire bouger les choses et d'amplifier cette dynamique. Et c'est la mission. Tu vois, alors le travail n'est pas fini. Et désolé parce que ça va un peu dans tous les sens. Mais dans le sens où, là, on parlait de ma life, mais je reviens souvent déterminé parce que moi, ce qui je suis et qu'est-ce que je suis devenu, ça n'a pas d'importance, en fait. Parce que le plus important, c'est ce qu'on porte aujourd'hui. Si je suis là, c'est parce que j'ai porté un projet comme Les Déterminés, qui a permis aujourd'hui à des milliers de personnes de pouvoir contribuer et participer et bénéficier d'une formation gratuite qui les a accompagnés à être entrepreneurs. Aujourd'hui, il y a plus de 700 boîtes créées qu'on a accompagnées. On est dans plus de 20 villes en France et ça va continuer à grandir. Mais ça a été long. Voilà, j'ai créé Les Déterminés en 2014, 2015. Aujourd'hui, on est en 2023 et on a fait beaucoup de choses. Mais ça prend du temps. Parce qu'il faut faire évoluer les gens, il faut faire changer les choses. Et le temps passe, quoi, tu vois. Et du coup, tu aimerais bien aller plus vite, mais des fois, tu es limité. Mais derrière ça, le truc où tu peux être le plus fier, où moi, je peux être le plus fier, c'est quand tu changes la vie des gens, en vrai. Tu contribues à ça. Et ça, tu le vois en réel. Enfin, du coup, par rapport à ce que tu dis sur contribuer à changer la vie des gens, est-ce que tu as un projet ou un ou deux exemples par rapport à ça? J'en ai plein, trop de projets en fait. Ouais. Franchement, mais je vais t'en citer quelques-uns. Je sais que tu es très sensible aux questions écologiques, tu vois, et nous, on a aussi des gens qui viennent chez nous avec cette sensibilité qui est important aussi de pouvoir accompagner. C'est pas juste des gens qui veulent créer des entreprises à profit, mais au contraire, c'est des gens qui veulent créer des entreprises pour qu'il y ait un impact écologique, social et puis économique, tu vois.
parce que c'est le nerf de la guerre. Et il y a Arnaud Havre qui est rentré chez nous il y a 2 ans, qui a fait le programme, qui avait une idée de créer une ferme aquaponique. C'est l'élevage de poissons, trucs, etc. Il a récupéré 1000 mètres carrés d'hangar au Havre. Et aujourd'hui, il fait pousser des fruits et des légumes. Et avec voilà, une manière très saine et pas polluante pour la planète, pour la terre, et sans utiliser de produits et tout, etc. Et c'est un projet qui a du sens parce que on parle d'aliments, d'alimentation saine, de circuits courts, de production, là où parfois ces métiers sont dévalorisés. Et du coup, pour moi, c'est un projet à impact, tu vois, et c'est bien parce que ça fait du bien et en plus, ça fait du business. Donc, tant mieux, les deux planètes sont alignées. Ça va être plusieurs projets qui sont développés dans ce sens-là. Des projets dans le textile, on a pas mal de projets dans le textile. Quand on sait que le textile, c'est le deuxième pollueur le plus nocif de la planète, bah, il faut aussi que les entrepreneurs arrivent avec un état d'esprit où ils vont pas rajouter de ça à ça. Donc, ils ont toujours cette notion où ils essaient de reproduire sainement, localement, avec des produits qui vont pas forcément faire du gaspillage d'eau en masse, mais parfois, ils peuvent réutiliser des produits. Donc, il y a toutes ces idées-là qui arrivent, qui sont bien et qui portent, tu vois, et qui développent de l'emploi, qui créent tu vois, de la valeur et de la richesse. Et c'est top parce que tu les vois, les mecs, qui sont rentables, les nanas, ils arrivent à générer du chiffre d'affaires, ils se payent, ils payent des salariés, et derrière, ça fait vivre tout un écosystème. Magnifique. Tu vois, quand je vois ça, je peux que être encourageant. C'est pour la suite. Donc voilà, 2-3 exemples, je pourrais t'en donner, on pourrait passer 1 heure à te donner la multitude d'exemples qu'on accompagne tous les jours en France, quoi. Non, mais c'est sûr que là-dessus, tu sais, je participais à une partie du programme. Ouais, en plus, là, tu connais, tu vois. où justement, T'as des projets qui t'ont interpellé, non? Il y avait plein de projets à impact. J'étais surpris par ça. Du coup, on donnait quelques conseils sur le financement. Ouais. Et donc, il y a vraiment, à chaque fois qu'on parlait, je pense qu'il y avait au moins 30-40% de projets impact. Et donc, vraiment, on ne le met même pas en avant parce que l'idée, c'est pas de le mettre en avant chez nous. Ça se fait naturel. Je ne vais pas te dire que je fais que de l'impact, ça serait faux. Je fais de l'impact, je fais des projets pas forcément impact, mais c'est un impact finalement parce que ça va créer de l'activité là où il y en a très peu. Ça va être des projets food, ça va être des projets tech, tout type de projet. Mais c'est vrai que cette notion-là, là, elle vient de plus en plus par rapport aux premières années où j'ai lancé les déterminés. La question un peu écologique, c'est pas que les gens s'en foutaient, mais ça passait après, quoi. Plus je vois des jeunes, la nouvelle génération qui arrive avec des projets ambitieux, exceptionnel, mais avec la conscience que mon projet, il faut qu'il fasse le moins de mal à la planète. Et je trouve ça formidable si on arrive à allier les deux. Mais je leur dis toujours, faites ça avec sincérité, nous, on est déjà engagés. Faites pas ça parce que c'est un argument commercial et que ça va vous permettre de vendre plus de produits ou vendre votre business. Ça se verra sur du long terme que vous, non. Et vous allez surtout vous mettre dans un bourbier. Donc, faites-le de manière naturelle. Si c'est une conviction que vous portez, portez-le. Parce que pour moi, développer des projets à impact, c'est pas qu'un business. C'est un business d'engagement. C'est aussi, tu vois, l'engagement doit être très présent. S'il n'y a pas l'engagement, ça ne marchera pas. Parce qu'à un moment donné, tu vas t'ennuyer ou peut-être que ça ne va pas rentrer de l'argent comme tu voudras rentrer. Ouais, et tu vas changer, tu vas aller chercher vers l'argent. Et tout le monde va dire, regarde, ton intérêt, c'était l'oseille. C'était pas d'avoir d'impact. Et ça, c'est très, très important de le rappeler tout le temps, constamment. Bah, nous, ce qu'on regarde là dans la société dans laquelle je bosse, comme on finance des projets impact, on regarde l'intentionnalité. Donc, l'intentionnalité du fondateur, à quel point il est sincère et à quel point l'impact est présent pour lui. Parce que, comme tu l'as dit, si demain le business il va mal, bah, du coup, il va changer. Exactement, il va changer Tandis que quand tu es engagé, c'est à fond, quoi. Tu ne changes pas. Donc, quand personne croit en ton message, il faut y aller. Et dans le livre, à un moment, tu parles de Aurore Bigerel. Ouais. Tu dis que c'est l'une des plus belles réussites du programme. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, l'une des plus belles réussites. Pourquoi? Parce que nous, on l'a vu arriver. Elle se demandait qu'est-ce qu'elle foutait là, quoi. Tu vois, c'était la première promotion qu'on a lancée en dehors de l'Île-de-France, à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Et en fait, la particularité qu'on a eue dans cette promotion, l'intelligence qu'on a eue, c'est d'avoir 2 publics qui venaient d'horizons différents. Alors, un public qui venait des quartiers populaires de la région et un public qui venait des campagnes, des zones rurales, des villages, des petits villages, tout ça et tout, dans la même promotion. Alors là, exceptionnel, tu vois, la rencontre du troisième monde. Ils arrivent avec des univers différents, des a priori, mais dans le but de tous vouloir entreprendre. Et t'as Aurore qui arrive, qui vient d'un petit village, et elle n'a pas le permis.
Elle est méfiante par rapport au monde du programme, de la formation. Elle avait une mauvaise expérience professionnelle. Et finalement, de fil en aiguille, on la voit évoluer. Elle prend la parole. Elle s'impose, pose son caractère. Elle développe. En même temps, on trouve un partenaire qui finance son permis. Elle décide de passer le permis. Elle obtient le permis. Et vous savez, quand vous êtes dans des villages, la mobilité, elle est très peu présente. C'est-à-dire, pour venir en centre-ville, il y a des bus, c'est une galère et tout, etc. Donc, en réalité, tu t'assignes à résidence d'une manière ou d'une autre. Et le fait d'avoir aidé déjà à avoir son permis et en même temps l'accompagner sur son idée de business, aujourd'hui, c'est en 2017, on est en 2023, 5 ans plus tard, elle a développé son entreprise. Elle est conciergerie pour les personnes dépendantes. Elle fait du service à la personne avec sa boîte. Une conciergerie qui s'occupe des personnes dépendantes dans les villages. Elle leur fait des petits travaux avec son mari. Elle a monté une petite entreprise familiale qui fonctionne et qui marche. Et derrière, voilà, elle a tout. Et je l'ai revu l'année dernière quand je suis allé lancer une promo à Nancy. Parce que voilà, on aime bien faire appel aux anciens pour qu'ils puissent témoigner un peu de leur parcours, où ils en sont. Elle prenait la parole comme une experte. Elle avait totalement changé. Or qu'avant, quand on lui disait prendre la parole, elle en tremblait. Elle n'osait pas du tout. Et maintenant, elle est entrepreneur. Elle développe son business. Ça fonctionne. C'est un projet utile. Parce que voilà, c'est auprès des populations qui parfois sont très éloignées. Ils sont dans des petits villages et que personne ne peut s'occuper d'eux. C'est pour ça, dans ce sens-là, où je disais, voilà, fait partie des belles réussites. C'est même au-delà de l'aspect entrepreneurial, c'est même elle, vous avez réussi à changer sa vie, quoi. Sa vie, sa personne. Maintenant, elle a plus confiance en elle. Et ses enfants, tout va bien, quoi, avec elle. Et du coup, juste pour revenir au début, on n'a pas évoqué l'origine des déterminés. Dans ton livre, tu dis que tu as eu l'idée aux États-Unis, c'est là que ça a germé. Tu peux en dire plus comment ça a germé et c'était quoi, je crois que ton voyage aux États-Unis, comment tu t'es retrouvé là-bas? En fait, les US, moi j'ai découvert les US en 2011. J'avais aidé une jeune association de l'université de Cergy-Pontoise. Et moi, à l'époque, j'avais une asso à Cergy qui s'appelait Agir pour réussir, qui existe toujours, qui est toujours active à Cergy, mais dont je ne suis plus le président. Mais en même temps, cette petite asso que j'avais, elle avait une bonne réputation et elle avait pignon sur rue à Cergy qu'on avait créé en 2007. À la suite d'incidents, mais aussi d'un contexte assez particulier parce que mon quartier était en pleine démolition. Ils allaient détruire totalement le quartier pour reconstruire un nouveau quartier. Ce qu'on appelait les premiers programmes de rénovation urbaine, l'ANRU 1. Et du coup, ça avait été très mal vécu. Et avec des amis, on décide, au même moment, la même année où je crée ma boîte, je crée mon asso, de créer les Agir pour réussir. Et après, on a fait plein d'actions. Cette association, elle avait pour but de tisser le lien social entre les habitants, de redonner une image positive, d'organiser des événements culturels, sportifs pour la ville et pour les jeunes. Voilà, c'était vraiment un peu un acteur incontournable de la ville. Et on faisait pas mal d'actions, on a créé des concepts, on a créé plein de choses. Ce qui m'a valu d'être connu un peu dans ma ville et d'où cette association d'étudiantes était venue me voir pour pouvoir inviter un guest qui venait tout droit des États-Unis, mais ils avaient besoin de financement pour pouvoir le faire venir, ses transports, ses hébergements et tout, et ils arrivaient à avoir aucun contact en mairie. Et moi, à l'époque, j'avais des bons contacts en mairie, et de là, en fait, voilà, j'appelle le maire, je lui dis, voilà, il y a une jeune association, on a envie d'inviter un invité, il leur manque pas grand-chose, 3 000 à 4 000 euros, est-ce que vous pouvez les aider? Et ça s'est fait, naturellement, et ils les ont aidés, le conférencier est venu, ils l'ont présenté à moi, je lui ai présenté toute l'action que j'ai faite. C'était Thion Yang qui était invité, qui est un Sénégalais qui a immigré aux États-Unis, qui a participé aux 2 campagnes de Barack Obama, qui était très investi dans le Parti démocrate et tout, etc. Et du coup, il me voit ce que je fais, il est très impressionné. Il me dit, c'est très bien ce que vous faites, mais vous devez aller plus loin parce que pour avoir un impact, pour toucher plus de monde, il faut savoir bien structurer, communiquer. Et il a dit, ça serait bien que tu viennes passer du temps à Washington, dans une fondation avec laquelle je travaille, ils peuvent t'aider, te former, etc. Au début, j'ai dit non, ça m'intéresse pas, moi, les US. En plus, j'ai ma boîte à côté, je peux pas m'absenter 3 semaines, 2 mois, 3 mois, ça va être compliqué. Et finalement, au bout d'1 an, j'accepte de me faire convaincre. Qu'est-ce qui t'a convaincu? C'est lui, les arguments. Et je me suis dit, en réalité, t'as vu, je suis là, je suis jamais allé aux US. Ça se trouve, voilà, c'est que du plus. Et si ça peut faire parler du projet, let's go, on y va. C'était une belle proposition. Et de là, en fait, je me retrouve accepté 1 an après. J'arrive en janvier 2012 pour la première fois.
Et là, je découvre les US, Washington, comme dans les films américains que je voyais quand j'étais plus jeune. Et tu sais, là-bas, ça va vite. J'avais un stage et je suis retourné là, paradoxalement, il n'y a pas longtemps, le même endroit, à 2 pas de la Maison-Blanche, quoi, tu vois. C'est trop bien et tout. J'avais des bons collègues et tout. En plus, je parlais pas anglais, je me débrouillais à ma manière. Et en fait, là-bas, la journée, j'étais avec des gens qui faisaient du cash économique. Et le soir, on allait avec eux à 20, 30 minutes de Washington en voiture, où il y avait des ghettos, où là-bas, j'ai vu une jeunesse désespérée. J'étais spectateur du désespoir. J'étais allé dans les prisons. Et en fait, je voyais toute la... Tu vois, j'étais d'un côté où peu importe ta couleur de peau, peu importe ta religion, quand t'es bon, tu peux monter à n'importe quel poste de responsabilité. Mais quand t'es pas bon et que t'es dans les quartiers, ou que même tu sois bon ou pas, si t'es pas footballeur, artiste ou basketteur ou quoi que ce soit, tu sors pas de ça. C'est impossible. Il n'y a pas de deuxième chance, troisième chance. Ils étaient vraiment enfermés. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai vu que les entreprises et les entrepreneurs avec qui j'étais en stage, eux, ils faisaient du business la journée et le soir, ils allaient financer des actions philanthropiques. Et ils faisaient des trucs de dingue, des résidences sociaux, plein de trucs qui permettaient de créer du lien avec les habitants de ces ghettos-là, à Washington. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, eux, ils sont chauds, ils ont raison. En fait, le déclic, il est arrivé là. Je me suis dit, ils utilisent le levier économique pour avoir un impact social. Et je dis, c'est très bien, en France, moi, j'ai mon asso d'un côté, j'ai mon entreprise de l'autre. Il fallait surtout pas les mélanger. Surtout pas. Et surtout, aujourd'hui, ça va. On parle d'ESS, on parle de, tu vois, d'économie circulaire et tout, etc. C'est top. Moi, quand j'ai commencé, c'est pas trop à la mode. Et du coup, comme c'est pas à la mode, bah, mélanger les deux, c'est compliqué. Et là, je décide de créer une nouvelle association qui allait s'appeler Les Déterminés quelques semaines plus tard, parce que c'était pour moi nécessaire de pouvoir faire émerger une génération d'entrepreneurs partout, et notamment dans les quartiers. Et c'est là où j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai commencé à taper à toutes les portes. Et de là, en fait, voilà, j'ai proposé un premier programme pour 15 personnes d'accompagnement à la formation entrepreneuriale. Ils ont tous tenu, aucun abandon. Et à la fin, 7 sur 15, ils ont créé leur boîte. Et quand je vois ce succès, je me dis, oh là là, il y a les médias, il y a les gens qui parlent de nous, des projets, des trucs. Je me suis dit, bon, il fallait continuer. Mais dès le début, il y a eu une attention médiatique. En fait, dès le début, il y en a eu parce que j'ai rencontré Pierre Gattaz, qui était l'ancien président du MEDEF, qui j'ai pitché mon projet et qui m'a dit, je connais pas trop bien la question de l'entrepreneuriat dans les quartiers, mais par contre, j'ai un réseau économique que je peux te mettre à disposition. Et de là, en fait, il m'a ouvert tout son carnet d'adresses. On avait des entrepreneurs top, on avait des entreprises qui finançaient le programme et tout. Et c'était magnifique parce que pour une fois, un nouveau projet comme ça, de partir de zéro, être soutenu au bout d'un an, c'était un truc de fou, quoi. Mais j'avais déjà l'expérience de ma première boîte, j'avais l'expérience de ma première asso. Tu vois, j'arrivais pas sur les mêmes enjeux. Là, je savais où je voulais aller, comment je voulais aller, comment j'allais communiquer et comment j'allais faire grandir la structure. Ok, j'aimerais rebondir sur une phrase que tu dis dans ton livre. Parce que cette phrase a pas mal résonné en moi. C'est je n'ai longtemps pas eu conscience que j'étais pauvre. Et en gros, pourquoi je dis ça? Parce que, pour prendre mon exemple, et après je te dirai pourquoi ça fait écho à ce que tu dis. Mais en fait, quand j'étais à Bobigny, je pensais que j'étais normal, tu vois. Ouais. Et après, comme je suis originaire du Mali, toi aussi, il me semble, quand j'allais au Mali en vacances, je me disais, mais en fait, je suis ultra riche parce qu'en fait, oui. quand tu vois le Mali, tu sais que. C'est la Hesse. Ah, c'est vraiment, ouais. Ah, clairement. Tu vois que c'est vraiment. Tu vois ce que c'est que l'extrême pauvreté, qu'il n'y a pas de route, tu vois des enfants dans les rues, tu vois que c'est très compliqué. Et après, quand je suis arrivé sur Paris, je me suis dit, mais en fait, je suis ultra pauvre. Je suis ultra pauvre. Je suis pauvre par rapport à Bobigny. Et donc, en fait, du coup, quand tu évolues dans des milieux comme ça, assez différents, tu te rends compte que, tu te rends compte des inégalités, mais deux, tu te rends compte que la richesse est aussi relative. Ouais. Et surtout, le fait d'évoluer dans tant de milieux différents, ça fait que tu côtoies des gens différents. Ouais. Et du coup, tu deviens de plus en plus malléable et tu commences à pouvoir t'exprimer et à parler à tous les milieux. Et toi, tu dis que c'est ça aussi qui fait un peu l'une de tes forces avec les déterres, que tu arrives à t'exprimer à plusieurs personnes différentes. Ça y est, je suis rodé maintenant. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui te permet de naviguer entre tous ces mondes? Moi, je pense que... Déjà, d'une, je suis quelqu'un maintenant d'assez ouvert. C'est-à-dire, moi, j'ai pas peur de parler avec des gens, même qui sont totalement à l'antipode de mes idées. Aucun sujet. Je peux discuter, débattre. On ne sera pas amis, on n'ira pas en vacances ensemble, mais
au moins la discussion, je pense que c'est toujours intéressant de discuter avec des gens avec plusieurs avis. Et ça aussi, ça pousse à l'ouverture d'esprit. Parce que des fois, tu vois, tu peux être bloqué dans tes trucs, dans tes pensées et tout, même dans tes convictions. Et parfois, tu vois, en débattant avec des gens avec qui je n'étais pas d'accord, bah, j'ai deux fois évolué ma position, tu vois. Alors parfois, ça débat, tu vas être border, mais vas-y, après, bon. Mais il y a consensus, c'est un truc intéressant, là, on a discuté. Où deux fois, on s'est mis d'accord. Et ça, en fait, pour moi, c'est une richesse de fou d'avoir cette ouverture-là que beaucoup n'ont pas. Et pourquoi? Parce que ça part d'où je viens. Bah oui, quand je dis longtemps, j'étais pas conscient que j'étais pauvre. Dans quel sens? C'est que moi, quand j'étais petit, en fait, c'est même pas que j'étais pauvre, c'est qu'on n'avait pas tous les moyens, mais on pouvait pas tout faire. C'est-à-dire, il y a plein de trucs qu'on faisait pas, quoi. Parce que tous les gens autour de moi, on avait le même niveau de vie, quoi. Moi, avec mes potes, ils faisaient pas des trucs que je faisais pas. Tout ce qu'ils pouvaient faire, je le faisais. Et tout ce que je faisais pas, ils faisaient pas aussi parce qu'ils pouvaient pas le faire. Et là, en fait, quand tu vis dans cette bulle, toi, ça va. C'est quand tu sors de cette bulle. Et moi, je suis sorti très tôt, je me rappelle. Dès l'école primaire, j'ai changé d'école. Parce que je pouvais plus rester dans l'école du quartier dans laquelle j'étais. Et du coup, je me suis retrouvé dans une autre école qui était un peu plus modeste. Pourquoi tu pouvais pas rester dans l'école? Parce que voilà, ma mère a voulu me changer. Ok. Parce que voilà, elle préférait me changer d'école. Elle a voulu me changer, donc j'ai changé à côté. Et en fait, je découvre aussi que il y a des goûters gratuits, qu'il y avait plus de moyens. C'est des petites choses comme ça, mais nous, des fois, on n'avait pas le goûter à 4 heures. De temps en temps, on l'avait, de temps en temps, on ne l'avait pas, ça dépendait. Ils faisaient du pain, là, ils gardaient le pain qui restait à la cantine, ils le mettant en goûter de temps en temps. Quand c'était les jours de chance, il y avait du fromage. Quand il n'y avait pas de fromage, il n'y avait pas de fromage. Et ça, c'était le truc qu'on voulait. On dit souvent, on a grandi sans goûter. Mais c'est réel quand on dit ça en rigolant aujourd'hui, mais tu vois, c'est vrai. Mais parce que de temps en temps, il y avait, de temps en temps, il n'y avait pas tout le temps. Et moi, je me suis retrouvé dans une école où il y avait ça. On faisait des sorties. On allait visiter Van Gogh à Auvers-sur-Oise. On avait accès à la culture, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ce que j'avais pas dans mon école. Et ça, je me suis dit, putain, c'est un truc de fou, quoi. Tu vois, et je voyais les autres, leur niveau de vie, c'était pas le même que le mien. Tu vois, là, je voyais une petite différence. Pourtant, c'était un quartier à côté de voisin. Mais tu vois, entre quartiers, des fois, il y a des directs copropriétés. Nous, c'était HLM. Tu sais que ceux qui sont dans les copropriétés, les enfants des habitants de copropriété, c'est pas la même vie que nous. Ils avaient acheté, nous, on était locataires. Locataires depuis 30 ans, mais on était locataires. Tu vois un peu la différence. Et après, il y a le collège. Tu vois, je fais le collège à Justice, où il y a tous mes potes, le collège de secteur. Et après, je me fais virer, je vais dans un autre collège. Et là, j'arrive, des camarades de classe comme jamais j'avais eu et tout. Ils m'invitaient dans des anniversaires, pavillons, tout ça et tout, etc. Je sors d'HLM, on me parle d'anniversaire, tout ça et tout. Où tu voyais, il y avait de la bouffe comme s'il en pleuvait, tu vois ce que je veux dire? Et c'était des petits trucs comme ça. Mais en réalité, nous, quand il y avait, c'était le minimum, quoi. C'était pas la Hesse. Je suis pas un enfant de pauvre. Nos parents, ils nous ont essayé de tout, quand je dis enfant de pauvre, c'est que ils nous ont tout donné, mais on n'avait pas plus, quoi. Tu vois, ça veut dire ce qu'il y avait, il y avait. Et là, tu te retrouves dans des trucs où il y a tout, quoi. Et ça se termine jamais, on dirait. Mais plus ça se termine, plus on remplit. Et je me retrouvais dans ces univers-là avec des gens totalement différents et tout, etc. Je dis, ah ouais, c'est ça la vraie vie, en fait, tu vois. Alors, pour rigoler, je racontais ça à mes potes. Deux fois, je les ramenais quand il y avait des trucs et tout. Ça, j'étais au collège, quoi. Et là, je découvre, après, c'est un autre monde. Et après, tu apprends un peu de la culture, tu apprends un peu des autres, etc. Et c'est un peu l'ouverture. Et en fait, le changement de monde, moi, je l'ai découvert un peu à l'école primaire, après au collège. Et après, plus tard, dans ma vie professionnelle. Et l'associatif m'a permis de changer différents mondes. Je peux être là avec toi. Après, je vais être dans un dîner un peu hype. Après, je vais être au quartier. Après, je vais être là. En fait, je change de monde comme... c'est ça ma vie, en fait. À force de faire tout ce que je fais, c'est ça. Je comprends les codes, tu vois. J'arrive avec j'essaie pas de changer. Le truc, c'est que je reste moi-même. En vrai, moi, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup les gens. Mais je reste moi-même avec mes points forts, mes points faibles. Mais je ne change pas, en fait. Ça fait que je suis à l'aise dans tous les milieux. Finalement, j'ai réussi à être à l'aise dans tous les milieux. Au début, non. Et je pense que c'est grâce à ça. C'est grâce au fait que tu as vu plein de milieux dès ouais, que t'étais petit moi, je au pense collège, que c'était dès petit, j'ai vu plein de milieux. J'ai navigué dans plein de mondes, des jeunes. Et en fait, ça m'a un peu formaté, on va dire, entre guillemets. Et je me suis adapté. Et même, j'ai appris tout le temps, quoi, tout au long de mon engagement. Que ce soit avec les déterminés, aux États-Unis, trucs, là. Et aujourd'hui, je pense que je peux me retrouver dans différents milieux sans que ça me dérange, quoi. Et je pourrais m'y adapter. Mais c'est pour ça que
En fait, l'ouverture d'esprit, ça vient vraiment de la rencontre de l'autre et le fait de pas rester dans ses bulles. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois... Mais c'est difficile mais d'aller c'est pas vers facile. les autres. Tu vois ce que je veux dire? Nous, Clairement. on en parle parce qu'on est dans le truc et tout, mais moi, je me mets à la place d'un jeune qui est éloigné de tout ça ou d'une jeune qui connaît personne. Va lui dire de rentrer dans un univers qui n'est pas le sien. Ah non, mais c'est pas Faut facile. lui permettre d'y contribuer. C'est pour ça, quand je te disais tout à l'heure, les pistes de décollage avec des déterminés, c'est ça. C'est qu'on ait une sorte de piste de décollage parce qu'en fait, ça te permet de faire la transition vers un autre monde, plus économique, mais vers un autre monde qui va te permettre, avant de rentrer, de connaître un peu les codes, quoi, et de savoir comment t'adapter ou s'adapter à cet environnement, quoi. C'est plus ça, on va dire, entre guillemets. Non, mais ouais, ok, je suis totalement aligné avec toi là-dessus. Enfin, moi, ça me fait rire les exemples que tu donnes sur le goûter. Moi, c'était plutôt les vacances. Alors, mes potes au collège, ils partaient tous en vacances, mais dans des trucs, tu sais, au Mexique, en Thaïlande. Des vraies vacances. C'était des vraies vacances. Alors que du coup, moi, je comparais au quartier, c'était pas du tout ça. Personne partait en vacances, ou quand tu partais en vacances, bah, t'allais au bled ou chez les cousins. Donc, moi, c'est ça qui m'a marqué. Et les apparts aussi, les grands apparts haussmanniens, quand tu compares au HLM, c'est pas du tout la même chose. Ok, et du coup, on arrive bientôt sur la question de fin. C'est quoi, pour toi, être déterminé? Pour moi, être déterminé, je le dis souvent, être déterminé, c'est un état d'esprit. Être déterminé, c'est pas que monter sa boîte. Être déterminé, on peut être déterminé dans tout le temps, toute sa vie. Et je le dis aussi dans le livre, être déterminé, c'est comme un muscle qu'il faut entretenir. Parce que la détermination, un jour, elle est à 80%, le lendemain, elle est à 20%. Comment tu l'entretiens? Tu vois, déterminé, c'est vouloir le plus longtemps possible. C'est de jamais lâcher. Et la détermination, c'est un état d'esprit. C'est ça pour moi, c'est une mentale, c'est un mot d'ordre dans la tête qui te permet de faire plein de choses. Tu es déterminé à aller faire du sport, tu es déterminé à aller au travail, tu es déterminé à monter une boîte, tu es déterminé à t'engager dans une association, tu es déterminé à faire bouger les choses et tu es déterminé à bousculer le monde, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, être déterminé, c'est d'avoir plus faim que les autres, c'est d'avoir envie. Même quand tout est difficile, mais la détermination te permet d'aller encore plus loin, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je cours beaucoup. Je fais au moins 200 km par mois en footing. Et des fois, je suis fatigué. Parce que je me lève tôt, je dors tard, j'enchaîne, j'ai des grosses journées et tout. Et quand je rentre chez moi, parfois, j'ai pas envie d'aller courir. Parce que j'ai de la flemme et je suis fatigué. Et la détermination me permet d'aller mettre mes chaussures, de me changer et d'aller faire un footing d'une heure pour faire 12, 13, 14 km. Et je rentre chez moi et je suis bien. Être déter, c'est vraiment un mot assez puissant, tu vois. Quand je parle de détermination, c'est ce qui te permet de transcender, en fait. Et toi, cette détermination, elle va t'amener où? C'est quoi les prochaines étapes? Alors là, tu me poses la question, où est-ce que ma détermination va me ramener? Franchement, je savais même pas où j'allais être quand j'ai commencé à les déterminer ou même quand je me suis engagé. Et je pensais même pas être assis devant un micro avec toi, en train de te raconter mon histoire. Mais je sais pas, hein, j'ai pas de projet comme ça en tête. Je fais mon chemin. Je sais que le travail n'est pas fini et j'essaie de le faire bien, le plus longtemps possible. Mais en même temps, ça me ramènera là où ça me ramènera. Je sais pas. Voilà, le projet est terminé. Comme je dis, c'est pas un projet d'une vie, c'est un projet dans ma vie. Mais il y en aura d'autres. Peut-être que je retournerai dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ça t'intéresse, la politique? La politique, ça m'intéresse, bien évidemment, parce que je suis en lien constamment avec les politiques et tout ce que je fais aujourd'hui, parfois, c'est politique même. En réalité, le fait de faire tout ça, c'est politique. Quand tu dis que c'est un projet du coup, de société. moi, je suis très, très, très... C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui m'a toujours intéressé depuis longtemps. Et je regarde ça de loin, mais aussi de près quand parfois je suis engagé sur mes sujets. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça, tu vois, l'engagement politique, moi, je ne le vois pas comme un mauvais œil. Moi, je n'ai pas fait d'engagement politique, c'était l'engagement associatif. Mais j'encourage toutes celles et ceux qui veulent avoir un engagement politique. Parce qu'on a besoin d'hommes et de femmes de qualité qui puissent s'engager en politique. Aujourd'hui, parfois, on peut se poser la question de certaines personnes, mais ça doit être une mission, la politique. Ça ne doit pas être un travail où, tu vois, parce que parfois, il y en a, ils sont aveuglés par le pouvoir quand ils font de la politique et ils oublient pourquoi ils font de la politique. Quand tu fais de la politique, c'est au service des gens. C'est pour le bien commun. Et ça, en fait, il ne faut pas l'oublier. Et je sais que, pour moi, faire de la politique, c'est aussi servir les autres. Tu vois, c'est améliorer la vie des gens. C'est transformer des choses
qui parfois, en tant qu'acteur engagé, on ne pourra pas changer. Donc le politique, il sert à ça. Donc moi, j'encourage les gens qui veulent, et les plus jeunes surtout, qui veulent en faire de la politique, d'en faire. Mais toi, tu Mais dois faut en bien le faire. faire. Moi, je pense que ma mission, elle est là où elle est. Si j'avais voulu faire de la politique, j'en aurais fait depuis très longtemps, localement, nationalement. J'ai eu des propositions de toute forme et de toute nature. Mais je pense que le meilleur engagement pour moi, c'est celui-ci. Celle de l'action collective. Et qui est l'associatif et qui me permet de faire bouger beaucoup de choses quand même. Mais en tout cas, voilà, je sais où elle est ma place. Pour le moment, ma place, elle est là où elle est. Et elle a encore besoin de moi. Du coup, question de fin, c'est la question signature. C'est quoi pour toi avoir de l'impact? Pour moi, avoir de l'impact, c'est de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie des gens. Mais de manière systémique. C'est-à-dire, voilà, quand j'aide un jeune à trouver un job, je sais que dans sa vie, ça va mieux aller parce qu'il va pouvoir s'émanciper économiquement et peut-être contribuer à l'émancipation de sa famille. Quand j'aide un entrepreneur à développer un business, bah, je sais que derrière, si son business il fonctionne, ça va créer de l'emploi. Et combien, je ne sais pas. Peut-être 2, 3, peut-être des dizaines, peut-être des centaines, voire des milliers. Et c'est 1000 personnes derrière impactées. Donc, avoir de l'impact, c'est d'être au service des autres pour leur permettre de s'épanouir par un projet dans lequel ils ont envie de le faire. Avoir de l'impact, c'est ce qu'on fait avec les déterminés. C'est tous les jours s'investir sans rien attendre et de donner un maximum pour pouvoir faire en sorte d'améliorer la société dans laquelle on vit, tout simplement. Voilà. Sur ces belles paroles, merci d'être venu. Merci à toi. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser 5 étoiles, ça aide grandement pour le référencement. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.